Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français intitulé Accès aux services de santé sociaux en français, la co-construction d'une norme. Ce webinaire est offert en collaboration avec Réseau Force Santé, Observatoire de recherche collaborative et d'études sur la santé et les services en francophonie. Nous avons aujourd'hui trois invités parmi nous qui vont prendre la parole, que je vais vous présenter un peu plus tard. Mais auparavant, je vais vous parler donc de la Société Santé en français et des webinaires qu'on y offre. Donc, la Société de santé en français, ou la SSF comme on l'appelle parmi nous, est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux qui œuvrent à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Avant d'aller plus loin, la Société Santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La Société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif en français webinaire est triple. Premièrement, c'est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Deuxièmement, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et troisièmement, de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Il est temps maintenant de faire connaissance avec nos invités. Donc, en premier, nous avons Madame Lise Richard, qui est gestionnaire de la programmation à la Société Santé en français, et donc mon estimé collègue. Pardon. En deuxième lieu, nous avons Madame Patricia Wade, qui est directrice des normes, donc à Health Standard Organizations, qu'on appelle HSO pour faire court. Et enfin, donc le professeur François Larocque, professeur titulaire à l'Université d'Ottawa. Quelques mots sur nos panélistes. Donc, Lise Richard est gestionnaire de la programmation à la Société Santé en français. Ses responsabilités incluent la gestion d'une équipe et la planification, la collaboration, la mise en œuvre et le suivi des activités financées par le gouvernement du Canada, dans le but d'augmenter l'accès équitable aux services de santé et services sociaux en français pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada. Elle a un baccalauréat en travail social ainsi qu'une panoplie d'expériences sur le terrain, compris dans le secteur de la violence familiale auprès des jeunes et des personnes âgées. Depuis plus de 15 ans, elle occupe des postes en gestion de projets et de gestion dans un contexte de collaboration entre organismes visant un but commun. Lise a reçu le certificat d'achèvement de la série d'apprentissage LEADS en 2024 et à la base, elle croit au droit des personnes de s'épanouir et à la richesse de la diversité culturelle. Bonjour Lise et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Passons maintenant à Madame Patricia Wade, qui est infirmière clinicienne et leader en système de santé et possède une vaste expérience en pratique clinique, en formation des professionnels de la santé et en agrément des programmes de santé. Elle a été directrice de l'agrément et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement à l'Université McGill, où elle a dirigé les activités d'agrément et d'amélioration continue de la qualité des programmes de formation en santé. Elle occupe actuellement le poste de directrice des normes à l'Organisation des normes de santé, donc HSO. À ce titre, elle supervise l'élaboration de normes de qualité fondées sur des données probantes et centrées sur les personnes qui soutiennent les programmes d'agrément et contribuent à l'amélioration des systèmes de santé au Canada et à l'international. Bonjour Patricia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Passons maintenant à la présentation de Monsieur François Larocque, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, section de Common Law. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droit et enjeux linguistiques et avocat conseil chez Juris Power. Sa recherche universitaire et sa pratique juridique portent sur la protection des droits linguistiques des minorités de langues officielles. Il a représenté diverses parties prenantes dans des litiges de droit linguistique devant la Cour suprême du Canada et des cours d'appel provinciales en collaboration avec le milieu associatif et communautaire, dont la FCFA du Canada, la FO, la GFO ainsi que la SAFIL. Le professeur Larocque œuvre à la réforme du droit, y compris plus récemment la loi sur les services en français de l'Ontario ou la loi sur les langues officielles du Canada, ainsi que la loi relative à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Canada. Il est l'auteur de nombreux articles, livres et chapitres de livres sur les droits linguistiques et il est également le créateur de Planctus.ca, une application web qui facilite la transmission des plaintes linguistiques aux autorités compétentes. Bonjour François, merci d'être avec nous aujourd'hui. Désolé d'avoir été un peu vite sur cette introduction, mais comme nous avons trois invités aujourd'hui, je voulais m'assurer de leur laisser suffisamment de temps pour faire leur présentation. Donc nous allons leur passer la parole dans quelques secondes, mais auparavant,
un peu de logistique. Donc, mon participant qui assiste avec nous, donc notre public, vous êtes sur sourdine automatique, mais vous pouvez quand même activer donc vos questions et les lancer dans la boîte de conversation chat ou la boîte Q&A. Il y aura également un sondage interactif en cours des webinaires. Et donc, à la fin des présentations de nos panélistes, nous aurons une séance de questions-réponses. Et enfin, vous pourrez accéder à l'enregistrement de ce webinaire sur le site de la Société Santé en français d'ici peut-être une semaine à 10 jours. J'arrête la présentation et j'invite donc Lise à entamer la sienne. Lise, tu es en sourdine? Comme d'habitude. Merci beaucoup, Adam, et bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous voyez bien le plan écran? Oui, Parfait. on voit Merci bien. beaucoup. Alors, moi, aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de la raison d'être de cette initiative pour la SSF en collaboration avec Agrément Canada et HSO, de l'historique de cette initiative, puis de la collaboration sur une période de quand même plus de à peu près 14 ans maintenant. Euh, alors, Premièrement, pour ceux peut-être qui nous connaissent un peu moins, j'ai pensé vous donner un bref aperçu de qui nous sommes à la Société Santé en français. Alors, la SSF regroupe les 16 réseaux de santé en français au Canada. Vous voyez leur logo en bas de page. Alors, ce sont 16 réseaux qui agissent avec les systèmes de santé à travers le Canada pour faire avancer notre mission collective qui est d'augmenter l'accès à des services de santé par l'entremise des partenaires et de nos stratégies. Euh, la façon qu'on le fait, c'est par le renforcement des capacités des partenaires en santé et la transformation des systèmes de santé. Notre façon de faire, c'est de travailler tant au niveau national qu'au niveau des provinces et territoires. C'est de travailler avec 5 groupes de partenaires. Il s'agit du modèle de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que pour faire avancer une transformation dans le système de santé, il faut travailler avec ces 5 groupes de partenaires-là et préférablement que ces 5 groupes de partenaires travaillent ensemble. Alors, il s'agit des décideurs politiques, des gestionnaires de la santé, des professionnels de la santé, des institutions de formation et bien sûr des communautés. Les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, ce sont bien sûr notre cible visée dans l'atteinte de nos résultats, mais ce sont aussi des acteurs actifs en tant que partenaire de la société afin qu'on puisse connaître leurs besoins et qu'ils puissent aussi travailler directement avec les systèmes puis s'impliquer pour que le système connaisse aussi leurs besoins. Alors, en termes de la raison d'être de la norme, alors pourquoi c'est important pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire? Une norme, c'est un mécanisme global d'évaluation, un mécanisme structurant qui porte des résultats à long terme. L'application d'une norme, d'après la société, lorsqu'on a commencé ce projet, permet de réduire les barrières linguistiques à l'accès aux services de santé, de diminuer les risques associés à une mauvaise communication, d'offrir une base commune d'accessibilité linguistique dans les établissements de santé, puis de faire de l'accessibilité linguistique un élément de qualité, de sécurité et d'efficience des soins de santé et de services sociaux et de santé, excusez-moi. Alors, en développant des stratégies pour mettre en évidence la meilleure pratique, on augmente la visibilité et la crédibilité de l'importance des services de santé en français. Aussi, on nourrit l'espoir puisque le résultat obtenu illustre le potentiel qui peut encore être atteint. Alors, et bien qu'on reconnaît qu'une norme, c'est ni une baguette magique, ni une solution
miracle, mais c'est un outil qui est fort dans un coffre à outils. Pourquoi nous, on voit atteindre cet objectif comme un succès? Les normes et le processus d'agrément Canada, c'est un modèle connu par les systèmes de santé. Ils y sont habitués. Et pour nous, ça, c'est gagnant-gagnant par rapport à l'engagement qu'on peut faire avec nos partenaires et le parcours qu'on peut passer ensemble. Alors, parler le même langage et connaître l'importance des normes, ça devient un outil très important. C'est une mesure tangible pour un organisme. C'est un projet rassembleur à travers le Canada. Puis, c'est un positionnement important pour les réseaux de santé en français dans leur travail avec les partenaires sur le terrain. Le point de convergence qu'on voit avec HSO, c'est que les normes permettent de créer un système de soins de santé robuste, centré sur la personne. Les parties prenantes s'appuient sur celui-ci pour permettre aux personnes d'améliorer continuellement la qualité des soins. Alors, c'est la façon de voir d'HSO, puis nous, on voit ça comme un point de convergence avec nos objectifs lorsqu'on a commencé cette collaboration. Justement, l'historique et la collaboration, un partenaire de plus de 15 ans avec Agrément Canada et HSO. Dans leur création en 2003, les réseaux de santé en français au Canada ont eu la volonté de se doter d'une base commune de fondements qui ont un impact partout au pays. Alors, une norme nationale linguistique, pour nous, ça fait partie de ces fondements. On en a plusieurs, mais ça, c'en est un qui est considéré comme très important. La Société Santé en français et les réseaux, on s'investit depuis plus de la moitié de notre histoire dans cette vision, en travaillant et sensibiliser, puis outiller les partenaires nationaux qui souhaitent être de la partie dans cette aventure. Et au niveau des réseaux, sensibiliser, outiller les partenaires au niveau provincial et territorial. La création de l'Organisation de la norme en santé en 2017 a fait tourner le vent pour nous. La norme sur l'accès aux services de santé et aux services sociaux dans les langues officielles, créée en partenariat avec la SSF et financée par Santé Canada, devient la première norme publiée par HSO. Et nous avions une grande fierté de voir cette norme arriver à être développé et publié. C'est une approche collaborative, il y a juste 10 minutes, alors je ne voulais pas passer beaucoup de temps, mais je vais vous amener sur notre site web pour une minute pour vous montrer tout le travail qui a été fait au travers des années pour arriver où on est aujourd'hui. C'est ma dernière diapositive. Puis, in English briefly, I'm going to open the website. You have the link, Diagnostic of a Success Story. And what I will be sharing is on the bottom of the page that shows the timeline of our collaboration. Je pense qu'il faut que j'arrête et je recommence la... Oui, OK. C'est bon? Vous voyez bien mon écran? Oui, Je vous invite à aller voir notre site web. On avait fait, avec l'équipe de mobilisation de connaissances de la Société Santé en français, on avait considéré ce projet comme un succès et on a créé tout un historique sur ce partenariat-là. Alors là, je vais vraiment en arrière là, pour montrer que l'achèvement
pour arriver à cette norme-là, a vraiment, tu sais, s'ancre vraiment dans nos objectifs en tant que mouvement santé en français avec les réseaux. Alors, en 2003, on voit la mise en place des réseaux, puis une prise de conscience consciente de l'enjeu des compétences linguistiques et culturelles. En 2003, en collaboration avec le réseau des services de santé en français de l'île du Prince-Édouard, on a soumis au Conseil canadien d'agrément des services de santé l'exposé de position, la répercussion des problèmes de communication sur la prestation des soins de santé de qualité aux communautés et des patients de langue communautaire. Alors, comme vous pouvez voir, ça a été un travail de longue haleine, qu'on a fait graduellement pour convaincre de l'importance de un et ensuite développer des collaborations tangibles pour pouvoir y arriver. Là, on commence ici à parler de notre vision à partir de 2007 jusqu'à 2012. On parle dans le mouvement de notre vision, de la mise en place d'un comité encadrant pour arriver à nos objectifs. On s'assure de engager les réseaux dans notre processus, puis d'aller chercher des données probantes puis avoir des bonnes communications pour avoir une stratégie qui est vraiment influente. En 2010 à 2014, là, on travaille sur intéresser les partenaires puis les bailleurs de fonds par rapport à cet objectif. Alors, on tombe dans l'influence et le positionnement de ce projet. 2012 jusqu'à 2016, on a mis en place un comité consultatif pan-canadien. Puis, on a travaillé avec Sarah Bowen pour développer un document sur l'impact des barrières linguistiques sur la sécurité des patients et la qualité des soins qui nous a permis de démontrer l'importance des services et pourquoi qu'il fallait l'ancrer dans nos valeurs dans des organismes de santé. Il y a eu des projets pilotes, puis d'auto-évaluation aussi dans cette période-là. En collaboration avec HSO, parce qu'il y avait eu quand même le développement durant cette période-là, excusez-moi, de travail collaboratif avec Agrément Canada et ensuite HSO, euh, pour faire en sorte qu'on développe tous les indicateurs nécessaires pour la mise en place de la norme. Alors, Lise, s'il te plaît, je me oui, permets juste de te mon temps est signaler que permis. l'heure tourne, donc il va falloir passer. Parfait. J'arrive fini alors. Je vous invite de continuer, mais c'est en 2018 que la norme a été lancée. Puis entre 21 et 23, entre 21 et 23, nous, on a travaillé encore avec Agrément Canada pour mettre en place le programme de reconnaissance des langues officielles qui permettait à Agrément Canada d'aller mesurer aux organismes de se faire mesurer par rapport à la norme d'accès aux services de santé dans les langues officielles. Alors, pour le reste, écoutez, je ne vais pas retourner à mon PowerPoint, mais où on en est, il y a des leçons apprises qui sont que ça prend jusqu'à 2 ans vraiment sur le terrain pour convaincre les organismes de s'organiser pour pouvoir se faire mesurer contre la norme. Alors ça, c'est important. Puis aussi, une collaboration continue est vraiment importante parce que tant nous que HSO, on doit s'habituer aux changements sur l'environnement puis s'adapter en conséquence pour faire avancer la chose. Par rapport à où ce qu'on est rendu, je pense que c'est un bon endroit de passer la parole à François parce qu'ils ont travaillé sur est-ce que c'est Patricia prochain, C'est Adam? Patricia qui doit passer d'abord. Patricia, OK. Fait que les autres vont parler de comment ça s'est passé de leur côté, puis ensuite, vous verrez un peu au niveau de la recherche où est-ce qu'on en est maintenant. Alors, merci beaucoup tout le monde. Alors, bonjour à tous et à toutes et merci de l'invitation à présenter aujourd'hui.
Le but de ma présentation sera de vous démontrer un petit peu le cadre référentiel que nous utilisons pour développer les normes, la rigueur de ces normes-là, et de vous donner un petit aperçu de où nous en sommes avec cette norme et où nous prévoyons aller dans la prochaine année. Je vais partager mon écran, juste me permettre juste de bien partir. Les diapos seront disponibles après en anglais et en français. Je vais les partager pour que vous puissiez y avoir accès. Elles sont en français uniquement. Alors, comme je vous ai dit, mon nom est Patricia, je suis la directrice des standards et dans mon rôle, j'ai vraiment le privilège de travailler avec des experts, des parties prenantes et des personnes ayant une expérience vécue afin de développer des normes qui renforcent la qualité et la sécurité des soins, mais permet aussi de l'équité. Qui nous sommes chez HSO. Alors, ce qui est important, c'est que nous avons une vision et une mission qui sont au cœur de ce que nous faisons à tous les jours. Lorsqu'on dit que des soins plus sécuritaires pour un monde plus sain, c'est vraiment un engagement profond qui guide chacune de nos décisions et que cette mission qui nous pousse à voir plus loin que les exigences techniques de qu'est-ce qu'une norme pourrait être, mais elle nous rappelle également pourquoi on fait ça à tous les jours. De la même manière, notre mission est une réalité vivante et que chaque norme que nous créons est développée en collaboration avec tout un groupe d'experts et de gens aussi engagés et passionnés que Lise. Notre organisation a été fondée en 2017. Nous faisons partie de Agrément Canada. Et tous les experts avec qui nous collaborons, nous en avons plus de 1000 spécialistes de contenu avec qui nous échangeons à tous les jours sur plusieurs normes dont nous développons. Et ce même processus a été appliqué pour cette norme-ci. On ne le fait pas seul, on le fait en collaboration avec Agrément Canada, qui possède elle-même plus de 65 ans d'expérience dans la prestation des programmes d'évaluation. Nos normes sont utilisées dans plus de 40 pays, dans plus de 15 000 sites à travers le monde. Donc, chacune de nos normes a une portée nationale et internationale qui n'est non négligeable. Nos normes sont développées sur 3 grands piliers. Elles sont fondées sur l'équité, qui nous rappelle l'accès équitable n'est pas un résultat automatique, mais bien intentionnel et intégré à chaque étape, que ce soit dans la sécurité et l'humilité, le respect de l'environnement, la reconnaissance des identités et des réalités diverses. Je crois que cette norme ici en fait un très bel exemple. Le deuxième pilier, bien sûr, la sécurité avant tout. Le but de ces normes est de s'assurer que chaque interaction soit sécuritaire et qu'on diminue les risques de blessures aux patients. Ces piliers mettent l'emphase sur la collaboration active avec toutes les personnes qui utilisent les services afin de s'assurer que les soins sont cohérents et sécuritaires. On veut également offrir des solutions simplifiées et innovantes. Des fois, c'est pas toujours évident, mais le but est vraiment d'alléger les processus tout en maintenant un contenu rigoureux et fondé sur les données probantes. L'objectif est de proposer des solutions qui libèrent la capacité de permettre à nos cliniciens de soigner nos patients, mais aussi d'évaluer leurs pratiques et que ces solutions soient personnalisées et adaptées au milieu auquel elles doivent s'adresser. Parce que nos normes peuvent être incluses dans des petits centres de soins autant que dans des grandes régions. Ensuite, ces 3 piliers s'assurent que la norme ne se limite pas à des exigences techniques, mais vraiment qu'elle aura une valeur profonde afin d'amener des changements dans la sécurité des patients. Alors, lorsque je parle de développer des normes, il est évident qu'on ne le fait pas tout seul, assis au coin d'une table, mais bien en collaboration avec toutes les parties prenantes qui doivent être impliquées afin de s'assurer de la qualité, mais aussi de l'application des normes. Ce sont un écosystème qui est très diversifié. Les patients, les usagers, les organisations clientes, les évaluateurs, les spécialistes de contenu, les associations professionnelles et bien sûr les gouvernements. Ce grand réseau nous permet de mieux comprendre les réalités du terrain et d'anticiper tous les besoins et de créer des solutions qui sont réellement utiles et applicables. Ça ne sert à rien de développer une norme qui ne sera pas utilisée ou qui ne représente pas les besoins de notre société.
Alors, les normes ne devraient pas être, des fois elles peuvent l'être, mais ne devraient pas être un document simplement administratif qu'on appelle pour faire un X sur une case. Elles devraient avant tout servir de repère commun pour structurer les pratiques et assurer une cohérence entre les différents milieux de soins. Elles ne devraient jamais dire comment faire, mais bien donner un cadre clair sans s'imposer de façon unique d'y parvenir. Il est important que les normes aient cette flexibilité car elles permettent aux organisations d'adapter leurs pratiques en fonction de leur réalité. Qu'on soit dans une communauté nordique ou une communauté métropolitaine, il est important de respecter les réalités de chacune de ces milieux de soins. Ces fondements scientifiques et méthodologiques qu'on utilise pour développer les normes lui donnent sa crédibilité, puis elles devraient servir à contribuer à l'amélioration de la sécurité des soins de façon plus efficace et cohérente. Alors, pour bien comprendre comment une norme est construite, il est important de regarder les 4 éléments qui lui donnent sa structure et sa cohérence. D'abord, sa portée établit les limites du cadre auquel elle s'adresse. Comme j'ai dit tantôt, elle doit permettre d'accomplir, mais sans prescrire la façon d'y parvenir. Ensuite, l'applicabilité, bien sûr, indique à quel niveau la norme doit être mise en œuvre, que ce soit dans l'ensemble du système, dans une organisation ou dans un programme. Cet élément est essentiel car il garantit que la norme conçue doit être réellement utilisable pour celle à qui elle s'adresse. Et finalement, l'objectif qui lui donne la finalité, favoriser une meilleure cohérence, soutenir la qualité et renforcer la sécurité des soins. C'est l'objectif premier de chacune de nos normes. Et les données probantes sont bien sûr la base de chacune de nos normes. Nous faisons une analyse complète de la littérature, les nouvelles données, les données probantes scientifiques, afin de s'assurer que cette norme est crédible et respecte les meilleures pratiques d'aujourd'hui. Et ensemble, elles nous permettent de créer des normes qui sont non seulement rigoureuses, mais aussi pertinentes, applicables et ancrées dans la réalité. Je crois qu'il est important de comprendre où se situe une norme. Cette diapo vraiment nous guide dans tous les jours, particulièrement, je vais revenir à nos comités techniques. Une norme ne se substitue pas à une loi, mais permet de l'informer. Mais elle doit également guider le développement des directives cliniques. Alors, les lignes directrices cliniques sont un niveau qui permet directement l'application dans le milieu de soins, mais elles ne donnent pas la meilleure façon de faire les choses. Elles donnent la meilleure façon de faire les choses comparativement à la norme. Les normes aussi ne servent pas à réglementer les professions, mais peuvent informer le cadre de licence et de certification. Alors, un plan de travail pour élaborer une norme a l'air de ceci. Nous-mêmes, ici à HSO, nous sommes agréés par le Conseil canadien des normes qui nous oblige à suivre un processus de développement rigoureux, transparent et harmonisé avec les meilleures pratiques internationales. Ce plan de travail nous démontre toutes les étapes que nous devons suivre afin de créer et qui ont été suivies afin de créer cette norme. Je ne vais pas passer à travers de chacune, mais chacune est très importante et doit être harmonisée et rigoureusement suivie, que ce soit dans la détermination des besoins, le recrutement du comité technique et l'élaboration des ébauches. Tous servent à jeter des bases solides pour faire la norme. Ensuite, devient très important l'examen public de cette norme afin d'obtenir toute la rétroaction externe et essentielle afin de garantir que cette norme pourra refléter la réalité des milieux concernés. Et finalement, il doit y avoir une étape de consensus, de révision et d'approbation afin d'assurer que le contenu est fondé sur des preuves, qu'il est réaliste, pertinent et encore applicable. Enfin, la publication et la mise à jour périodique des normes nous permet de s'assurer qu'elles ne sont pas figées dans un temps, mais qu'elles évoluent avec les pratiques et les connaissances. Ça prend un village pour faire une norme, nous dit-il. Alors, voici les équipes de projet d'élaboration. Nous avons les équipes qui sont à l'intérieur de HSO, nos chefs de projet, nos commanditaires de projet, les experts de matière, les équipes de soutien. Mais nous nous
beaucoup à l'expertise des comités techniques. Je vais revenir un petit peu aux comités techniques, mais ils sont le cœur du développement d'une norme. Nous, à HSO, notre équipe permet de donner le cadre référentiel, de s'assurer du suivi des étapes, mais le contenu et l'expertise vient de nos experts qui sont sur les comités techniques et ainsi de tous les gens qui participent à l'évaluation publique de la norme. Donc, le comité technique, qui est le cœur de nos normes, comprend 4 grands groupes de contributeurs. Il y a les personnes ayant une expérience vécue, les gens qui ont un intérêt général, qui ont une expertise en la matière, mais qui ont des recherches appliquées, monde universitaire, secteur privé. Il y a les utilisateurs de produits, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans des établissements de santé et de services sociaux. Et finalement, des décideurs, les personnes travaillant aux soins du ministère, d'un service ou d'une agence du gouvernement. Ces 4 groupes de personnes-là, nous en avons environ 4 à 5 de chaque groupe pour former un comité technique. Alors, nos comités techniques sont très variés, entre 16 et 20 experts qui viennent ensemble pour mettre sur papier les bonnes pratiques. Le comité technique a également plusieurs responsabilités pour suivre l'élaboration rigoureuse des normes, mais ils doivent toujours s'assurer que le contenu doit être pertinent, compréhensible, mesurable, bénéfique et applicable. L'équipe de projet de HSO se concentre sur le style, la rédaction, la révision et la traduction et le respect des gabarits, mais toutes les bonnes pratiques, les connaissances viennent de nos experts. Alors, où en sommes-nous avec cette norme ici aujourd'hui? Donc, vous savez qu'elle a été publiée. On la revoit aux 3 à 5 ans. Il y a eu une réaffirmation en 2022, alors 2023. Alors, il est maintenant temps de penser à sa mise à jour. Ceci va débuter à peu près à la mi-été où on va informer le public que ce processus débute et on va recruter les membres du comité technique. Les membres du comité technique originaux seront réinvités et nous pourrons aussi élargir la participation à des nouveaux venus. Nous prévoyons sa publication finale mise à jour à la mi-2027, mais entre-temps, il y aura l'examen public que nous prévoyons probablement à l'automne ou hiver, l'automne 2026 ou hiver 2027. Et là, la contribution de tous les parties prenantes ou les gens intéressés sera importante et nous aideront à façonner l'avenir de cette norme et de s'assurer de son applicabilité. Nous allons prendre toutes les leçons apprises dont Lise a discuté pour améliorer et mettre à jour cette norme pour encore la rendre plus applicable et pertinente pour nos milieux de soins. Je vais m'arrêter ici. S'il y a des questions, elles seront bienvenues. Je sais qu'on va passer une période à la fin. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Et je vous invite à toujours consulter notre site web de HSO car nous avons plusieurs normes en ce moment qui sont en publication ou qui sont en revue publique. Alors, si votre champ d'expertise s'aligne à cette norme, vous êtes bienvenue de nous donner votre rétroaction et celle-ci aussi, vous serez sollicité. Merci beaucoup, Patricia. Alors, nous passerons la parole au professeur François Larocque. François, tu es en sourdine. Les vieilles habitudes ne se perdent pas facilement. J'ai pas d'écran à partager et pas de diapositive. Alors, moi, ce que je vois à l'écran, c'est toujours simplement un logo, mais si de votre côté, du côté de la technique, tout est beau, je continue. Euh, alors, un peu de contexte. Moi, je suis avocat et professeur de droit. Et donc, j'arrive un peu dans cet univers ici, d'abord de la santé avec la perspective d'un professeur de droit linguistique. Évidemment, je connaissais Société Santé en français, qui fait partie là, de la constellation d'organisations communautaires pour le développement des droits linguistiques et pour la reconnaissance et la valorisation du français dans toutes les sphères de la vie privée et publique au Canada. Et donc, moi, c'est comme ça que je suis arrivé sur cette question-là là, des normes dont on parle aujourd'hui.
Et il faut savoir que dans les oreilles d'un juriste, le mot norme veut dire des choses très spécifiques. Et donc, quand on m'a présenté la norme, euh, franchement, pour moi, c'était comme un ovni, tout ça. Un objet volant non identifié. J'avais jamais euh, été initié à l'univers des normes. Et mes référents intellectuels, professionnels, c'est des normes de quelle nature? Ben, c'est des normes constitutionnelles, législatives, jurisprudentielles, la loi. Donc. Et donc, quand je me suis mis avec ma collègue Louise Bouchard, une professeure de sociaux et d'anthropologie ici à l'Université d'Ottawa, à étudier la norme là, accès aux services de santé sociaux pour les communautés francophones, je me suis mis là à regarder ça, mais avec les lunettes d'un juriste. Alors, c'est un gros caveat, une grosse mise en garde que je mets d'entrée de jeu pour que vous compreniez un peu mon analyse de tout ceci. Et c'est vraiment unique, hein, n'est-ce pas, cette norme-là, pour surtout la perspective d'un juriste qui pratique dans le domaine des droits linguistiques, de voir une norme privée. Hein, c'est une norme qui a été développée par une organisation en collaboration avec d'autres, avec plusieurs joueurs, et donc une co-création communautaire, si vous voulez, mais ça demeure une norme privée qui est censé faire avancer et mettre de l'avant les meilleures pratiques institutionnelles pour l'accès aux services de santé en français. Et c'est une norme qui est aussi volontaire. Alors, dans mon monde, la loi n'est pas volontaire, la loi est contraignante. Hein. Lorsqu'on adhère, lorsque le Parlement adopte une loi, c'est censé s'appliquer à tout le monde et c'est censé diriger la conduite en vue d'un certain résultat jugé socialement utile ou souhaitable. Et c'est pour ça qu'on a des lois dans la société. Donc, encore, je voyais, on a ici une norme qui ne s'applique pas à tout le monde, elle s'applique uniquement aux institutions qui décident volontairement d'y adhérer et qui souscrivent à la démarche d'accréditation d'Agrément Canada. Et donc, tout ça, toutes ces caractéristiques-là faisaient pour moi que c'était très curieux et intéressant de se pencher sur le phénomène de la norme. Et euh, d'autant plus, encore, je retourne de ma perspective, c'est la seule que je connais, que voici une norme privée volontaire qui s'insère dans deux milieux que je connais mieux, c'est-à-dire la réglementation de la langue et la réglementation de la santé par la loi. Et ça, c'est une insertion donc d'une norme volontaire dans un champ juridique qui est très variable dans notre pays, qui s'appelle le Canada. D'abord, si on parle des droits linguistiques d'abord. Les droits linguistiques, il faut le savoir que sur le plan constitutionnel, c'est une compétence partagée. Ça veut dire que tant le fédéral que le provincial, et même par extension, donc le niveau municipal, les gouvernements de tous ces différents ordres-là peuvent adopter des lois, des normes qui régissent l'emploi, le statut de la langue, d'une langue, dans un milieu contexte, que ce soit en justice, en éducation, en santé. On peut passer des lois pour réglementer l'utilisation et l'emploi et le statut de la langue. Ce n'est pas une compétence exclusive fédérale ou exclusive provinciale, c'est une compétence partagée. Donc déjà là, c'est unique. Euh, Quand on se tourne vers la santé à présent, et là, la santé, elle, la Constitution du Canada fait en sorte que c'est une compétence qui est principalement provinciale. Donc, ça relève des provinces, et ce qui fait qu'on a des systèmes provinciaux qui sont différents d'une province à l'autre. Mais par le pouvoir de dépenser du fédéral, on a quand même pu mettre en place, grâce à la loi canadienne sur la santé, un régime le national de santé universel, gratuit, ouvert à chacun qui sont. Donc, il y a une concurrence, si vous voulez, des compétences. Et c'est ça qu'il faut comprendre que la norme dont on parle aujourd'hui s'insère dans un écosystème juridique et c'était ça mon défi, c'est de voir où est-ce que ça se situe tout ça. Et pour ça, j'ai beaucoup aimé ta diapositive, Patricia, de la pyramide. Bon, on voit là que, bon, il y a la loi qui est en haut. euh,
peut-être c'est là où ce qu'elle mérite d'être, peut-être pas, je ne sais pas, mais que c'était clairement, ça faisait partie là, d'un écosystème de différentes règles, lignes de conduite, directives, conseils, politiques, qui sont censés agir sur les êtres humains et les organisations humaines en vue d'un certain objectif quelconque. Ce qui distingue la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord, elle émane d'habitude d'une institution gouvernementale, d'une législature, d'un parlement, d'une cour, quand on parle d'une jurisprudence, par exemple, et elle est contraignante. Hein. Il y a des conséquences assez sérieuses parfois de ne pas respecter la loi. On peut aller en prison, on peut payer des amendes. Dans le domaine linguistique, les conséquences, ou du moins les mécanismes de mise en œuvre, passent souvent par le dépôt d'une plainte à un ombudsman linguistique, comme le commissaire aux langues officielles du Canada. Si, par exemple, je n'ai pas reçu mon service en français à bord d'un vol d'Air Canada, ben, je peux déposer une plainte à Mme Kelly Burke, la nouvelle commissaire aux langues officielles. Si, en me présentant ici à l'Université d'Ottawa, je n'ai pas reçu un service en français alors que j'y ai droit, en vertu du règlement sur le bilinguisme de l'Université d'Ottawa, je peux déposer une plainte. Il y a un bureau là, de traitement de plaintes linguistiques ici à l'Université d'Ottawa. Et si je ne suis pas content du résultat, ben, je peux aller à l'Ombudsman de l'Ontario. Vous voyez? Donc, il y a des mécanismes, des recours à ma disposition. Ça, ce qui distingue, entre autres, dans mon monde à moi, l'efficacité d'une norme. Donc, vous voyez où est-ce que je m'en viens peut-être avec tout ceci, quand on va se tourner vers la norme euh, en question aujourd'hui, la norme de HSO. Pour revenir sur la santé, à l'échelle nationale, Société Santé française fait un travail remarquable à réunir toutes les communautés francophones du pays et qui opèrent, elles, dans des contextes fort différents l'une de l'autre quand je parle aux différentes provinces. Par exemple, au niveau Brunswick, qui est la seule province officiellement bilingue, n'est-ce pas? Il y a des lois, il y a la loi sur les langues officielles, il y a la loi sur les régies régionales de la santé, qui fait en sorte qu'on a le droit de demander des services en français partout, en tout temps dans la province. Et des institutions de la santé ont l'obligation de faire l'offre active. Donc, déjà là, il y a des obligations de cette nature-là. En Ontario, c'est un peu moins bien nanti sur le plan normatif, on a la loi sur les services en français qui désigne certaines organisations. Et encore, il y a des normes qui obligent l'offre active en termes assez généraux, je devrais dire, et en cas de violation, mais il y a des recours prévus en vertu de ces lois-là. Au Manitoba aussi, il existe une politique sur les services en langue française et la loi sur les offices régionaux qui encore encadre le déploiement ou l'offre, la prestation de services de santé en français. Donc, ça, c'est trois provinces qui peut-être où il existe un cadre plus détaillé. Dans d'autres provinces, toutefois, comme la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, qui par ailleurs ont des lois sur les services en français, bien, ces lois-là sont silencieuses sur la santé. Et les autres provinces, comme l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-Labrador, il n'y a pas de loi du tout qui réglemente l'offre de services en français. Il y a des politiques, mais des politiques, c'est pas contraignant. Donc, encore, c'est ça qui est une grande différence. Donc, vous voyez que ce que je m'en vais, c'est un écosystème très, très, très varié. Et là, donc, arrive euh, la norme d'HSO, qui fonctionne essentiellement de la manière suivante. Et Patricia, tu vas me permettre si je caricature, tu vas m'excuser, j'espère, si je caricature ça. Mais essentiellement, une organisation, un hôpital qui décide de faire mieux en matière de services en français va approcher SSO et dit, nous, on va souscrire là, à ce programme d'accréditation et on va donc faire ce qu'il faut. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut d'abord acheter la norme. On s'achète une copie de la norme et on fait il y a différents niveaux, là. Il y a découverte qui est le premier palier du programme où on fait une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait à l'interne, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on fait déjà bien. Ensuite, si on a passé ça, bien, on achète le deuxième module qui s'appelle Fondement. Et là, grâce aux visiteurs d'HSO qui viennent examiner, qui font des genres de vérification, qui nous aident de manière collaborative et constructive à développer les meilleures pratiques, on peut progresser et avoir des différents badges d'accréditation, des différents niveaux d'accréditation. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, moi, comme juriste, qui tente de voir où est-ce que ça fit tout ça dans l'environnement normatif du Canada, de la langue et de la santé.
Et qu'est-ce que je peux en penser de tout ça? Bien, j'en pense quelque chose. Dans les provinces où il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a pas de loi sur les services en santé, il y a à peine une politique, une institution qui déciderait volontairement de souscrire à la norme, bien déjà, c'est bien parce que c'est certainement mieux que rien, n'est-ce pas, qu'une institution s'aligne sur des pratiques qui sont excellentes. Soit dit en passant, pour avoir étudié là, les pratiques qui sont décrites dans la norme, c'est un niveau de détail, c'est actionnable, c'est concret. On peut voir justement comment une organisation peut se positionner et améliorer là, la gamme de ses services dans tout le continuum de santé, c'est-à-dire du moment de l'admission jusqu'en fin de vie. On peut voir comment les services en français peuvent être déployés. Et donc, dans les provinces où il n'y a rien, c'est déjà énorme. Dans les provinces où il y a, comme l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, par exemple, pour prendre ces deux exemples-là, des normes qui obligent les services en santé en français et qui même qui obligent l'offre active, et la norme d'HSO vient certainement complémenter. C'est complémentaire à ce qui existe déjà et ça ne peut que améliorer, je pense, et enrichir davantage l'écosystème. Et aussi, quand on pense aux normes fédérales sur la question, à la loi canadienne sur la santé, la loi canadienne sur la santé, le Canada, un pays officiellement bilingue, mais la loi canadienne sur la santé est strictement silencieuse sur la langue. Donc, certainement, la norme d'HSO vient ici combler un vide extraordinaire dans le cadre législatif fédéral. Alors, il y a un potentiel, je pense, très intéressant de voir, par exemple, est-ce que le gouvernement du Canada pourrait faire du pouce sur la norme d'HSO et encourager les provinces et les institutions de santé qui travaillent dans les différentes provinces d'adhérer à cette norme-là et peut-être avoir des incitatifs financiers pour le faire. Donc, je vois vraiment un potentiel ici là, très intéressant d'entraînement constructif pour améliorer la disponibilité et la qualité des soins en français. Euh, Comme chercheur universitaire, toutefois, j'ai des questions. J'ai toujours des questions. Et je m'interroge toutefois sur le fait qu'on est ici on a affaire à une norme qui est privée, comme je l'ai dit tantôt, qu'il faut payer pour obtenir, qui est pas connue. Hein. C'est une norme qui demeure euh, peu connue du public, certainement du public juridique général. Il faut l'acheter, il faut la payer. On ne peut pas la lire sur un site web comme on peut aller lire toutes les autres lois du Canada, toutes les lois et règlements du Canada. On peut aller les lire gratuitement sur un site qui s'appelle Canly. On ne peut pas aller lire celle-là. Et pourtant, c'est une norme que je pense qui aurait avantage d'être connue par un plus grand nombre de personnes et qui pourrait inciter des réflexions et approfondir la réflexion sur c'est quoi la vraie offre active. Hein? C'est quoi, à quoi ressemble la prestation de soins en santé français. Donc, le fait de rendre ça disponible et plus ouvert et transparent, je trouve que ça serait bénéfique. Euh, et aussi, je m'interroge, tout l'univers, puis encore, je ne veux pas caricaturer, mais tout l'univers des normes que produit Agrément Canada et HSE en contexte de la santé, c'est de la régulation ou c'est des normes privées, comme je l'ai dit tantôt. Et ça laisse son sens, surtout quand on pense à la norme dont il est question aujourd'hui, la norme sur la disponibilité des soins de la santé en français ou dans les deux langues officielles, ça s'est inspiré quand on lit le site web là, de Société de santé personnelle, le succès sous la loupe. Excellent site web. Lise, vous encouragez à le lire. Je réitère l'encouragement à aller lire ça pour voir comment toute la norme s'est développée. C'est vraiment très inspirant. Et on apprend justement là-dedans que c'est inspiré, tout ça, la genèse, tout ça, c'est un pendant américain qui s'appelle le CLAS, le Culturally and Linguistically Appropriate Services. Ça, c'était l'origine. C'est un ensemble de normes justement, en Culturally and Linguistically Appropriate Services, qui a inspiré Société Santé Français dans sa quête d'une norme nationale, et c'est ça qui est à l'origine. Mais les normes qui ont été développées aux États-Unis, je peux voir que ça a sa place dans un contexte où les soins de la santé sont pas publics et gratuits, ils sont payants et privés. Alors, des organismes privés peuvent avoir justement, ils font de la concurrence entre elles, ces organismes privés-là,
Ils veulent avoir l'avantage réputationnel de répondre aux meilleures normes, aux plus hautes normes d'excellence dans leur profession. Est-ce que la même logique s'applique aux hôpitaux canadiens, où le système est censé être gratuit et ouvert? Est-ce que cette logique de vouloir se démarquer, de faire concurrence, est-ce que Montfort veut vraiment se distinguer ou se faire concurrence à l'hôpital civique ici à Ottawa? Sont pas, au contraire, ils forment un réseau, puis ils travaillent ensemble. Donc, il n'y a pas cet aspect de concurrence-là et de gain réputationnel que peut vouloir dans le secteur privé certaines organisations, certaines compagnies, certaines entreprises. Qu'on mette un Green Star sur nos frigos, encore, ça, c'est des normes de production écologique. Et on peut voir qu'un producteur de frigo veut se démarquer de sa concurrence en disant, mais moi, mon frigo, il est vert. Et donc, acheter mon frigo. Est-ce qu'on peut dire la même chose aux soins de la santé en français? Est-ce que cette même logique de normes privées s'applique bien à un soin aux soins de la santé qui sont un bien public? Je m'interroge, je me pose des questions. Mais la grande question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que la norme HSO dont il est question aujourd'hui fonctionne? On ne le sait pas. Parce que je trouve, honnêtement, je ne veux pas vexer personne, il manque un peu de transparence autour de la norme qui est censée être publique, ne l'est pas franchement, parce qu'on ne sait pas combien d'institutions souscrivent à la norme en ce moment, au moment où on se parle. C'est depuis combien de temps? Quels changements ont-ils observés? Est-ce que les choses vont mieux depuis qu'ils souscrivent à la norme? Euh, est-ce qu'il y a eu de la recherche qui a été faite? Même la recherche qui a été faite en cours de route, lorsque la norme a été élaborée, il y a eu des projets pilotes, n'est-ce pas, au Manitoba, en Ontario. Quel est le résultat Euh, de ces projets pilotes-là? François, excuse-moi, il y Voilà a des le... questions que je me pose. Et là-dessus, je pense que c'est une bonne façon de clôturer, avec des points d'interrogation. Donc, c'est vraiment intéressant, la norme. J'ai hâte de l'étudier davantage et elle suscite des questions de recherche très fertiles. Merci beaucoup François, merci Patricia, merci Lise. C'était très 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 enrichissant. Le temps file à toute vitesse, donc je vais m'adresser au public pour voir est-ce que vous avez des questions. Allez-y, ouvrez le feu. Monsieur Sébastien Savard nous demande, la norme implique des contraintes et des obligations. Dans un contexte de crise, les établissements ne vont pas s'imposer des obligations supplémentaires s'ils n'y sont pas obligés. De ce fait, devrait-on obliger les établissements désignés par la loi sur les services en français de l'Ontario de souscrire à la norme? Excellente question. Excellente question. Je ne sais pas à qui Sébastien adressait cette question-là, mais voilà une application pratique et intéressante que je pourrais voir de la norme, justement. Soit comme un levier financier pour encourager et inciter les organisations à y souscrire, mais encore, peut-être encore pour obliger les organismes qui ont déjà la désignation en vertu de la loi sur les services en français de l'Ontario, par exemple, pour prendre l'exemple à Sébastien, de activement là, rentrer dans le giron de la norme HSO. Bonne question. Merci beaucoup François. Alors, nous avons Madame Élise Arsenault, donc, qui veut faire une intervention. Élise, je t'invite à enlever ta sourdine, tu peux parler. Bonjour. Je suis contente d'avoir parce que je connaissais le côté normes, je connaissais le côté de la SSF, mais c'est la première fois on met la lentille juridique, des bois, etc. Je trouve ça très intéressant. Je vais vous parler un petit peu de l'expérience de l'île du Prince-Édouard avec la norme. Nous, on a commencé, mais on a commencé par la première étude parce que moi, je travaillais dans le domaine de la santé à un moment donné, puis j'ai dit, mais les établissements sont évalués à chaque année sur comment est-ce qu'ils font au niveau de la livraison des services. Donc, à ce moment-là, ça va inciter un petit peu la première recherche au niveau de la norme, au niveau d'Agrément Canada. Puis là, ensuite, en suivant les travaux de la SSF, moi, comme directrice du réseau santé, j'ai dit, mais tu sais, la communauté acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard a exprimé avec notre loi le besoin de désigner les services à domicile. Ça fait, j'ai dit, comment est-ce qu'on peut prendre la norme puis faire avancer ce dossier-là? Donc, j'ai expliqué à la province que voici la priorité de la communauté. Les gens veulent des services au niveau des soins à domicile en français. Donc, ce qu'on a fait
le gouvernement du Canada avait un appel d'offres pour des projets structurants. À ce moment-là, moi, j'ai proposé à les gens de santé IPE de prendre la norme pour utiliser la norme comme outil pour arriver à développer un nouveau programme de soins à domicile en français. Donc, on a parti de tous les éléments qui sont inclus dans la norme. Puis là, avec Help PI, on a accepté, on allait soumettre conjointement le réseau et Help PI, on allait soumettre un projet. On a reçu un projet, donc de février 2020 à mars 2023, on a mis en œuvre la première partie de ce niveau-là. Puis là, on poursuit dans le projet. Puis récemment, j'ai fait un petit peu une compilation en intégrant l'offre active de service, en identifiant des personnes bilingues, en créant des nouveaux postes désignés. Donc, on gardait l'ensemble des éléments, l'offre active, l'affichage, l'information qu'on donne aux gens, les ressources humaines qu'on a, la création de postes bilingues. Donc, on couvrait l'ensemble des éléments qu'on y trouve dans la norme. Jusqu'à date, on peut garder, puis on dit, OK, en termes de clients, parce que suite à l'offre active de service, on a passé de 0 clients identifiés comme francophones à 131. Donc, déjà là, c'est une réussite dans une courte période de temps. Parce que l'offre active, on a juste vraiment intégré ça plus en juin 2023. On sait aussi que depuis mai 2024, on a 59 Inter-Eye Home Care. Ça, c'est des assessments qu'on fait pour des nouveaux clients de Home Care qui ont été faits en français. Ça, c'est grâce à la norme parce que les gens n'étaient pas identifiés avant. On sait que depuis novembre 2023, qu'on a 45 Inter-Eye CA. Ça, c'est des évaluations plus générales qui ont aussi été complétées en français. On a 89 client-facing documents, des documents qui sont remis au public, qui sont maintenant disponibles dans les 2 langues. Puis, à date, puis ça se continue, on a 216 employés qui ont suivi une formation qu'on a mis sur pied de formation sur l'offre active. Donc, ils ont été sensibilisés à ça. Puis maintenant, ils demandent aux gens une langue de préférence. Donc, déjà, en partant, on peut dire que oui, pour nous, la langue a eu un impact. Suite à ça, on a embauché une coordinatrice des soins bilingues. C'est la première fois qu'on avait ce poste-là. Puis je pense que les résultats sont dus en grande partie à la création de ce poste-là. On a créé des postes des personnes home support worker bilingues qui n'étaient pas là d'avance. On a ouvert au mois de à l'automne, au mois de septembre, un premier centre du jour francophone pour les clients de soins à domicile en français. Puis, on sait qu'on va avoir 2 évaluateurs qui vont venir au mois d'octobre 2026 pour justement faire une visite terrain parce que Help PI s'est engagé à terminer le niveau 2. Puis, on me dit que, d'après Agrément Canada, qu'on serait peut-être les premiers à franchir la visite. C'est excitant. Oui. Bravo, Élise. Moi, je trouve ça intéressant parce que la question comme quand on vient à des questions juridiques, on est toujours, c'est selon les décisions qui avaient été prises avant. Mais nous, comme la loi sur les services en français à l'île, nous autres, c'est selon les besoins de la communauté et la capacité du gouvernement de pouvoir l'offrir. Mais nous, si on n'a pas de capacité ou on ne reconnaît pas la capacité, on ne sait pas où sont nos ressources humaines. On a contacté chacun des employés qui parlent français, on a fait des cours de formation linguistique, on a fait des rapprochements avec la communauté. Donc, tous les éléments détaillés dans la norme, on a tenté de les mettre en œuvre. Là. Puis, je veux dire, on travaille dans ce dossier-là, les soins à domicile, comme quand le gouvernement fédéral a commencé à parler des transferts, des ententes bilatéraux, puis qu'on avait identifié la santé mentale, les soins à domicile, nous,
tout de suite, on a commencé à penser la norme des soins à domicile en français. Donc, ça fait déjà plus de 12 ans qu'on travaille là-dessus, mais on commence juste à avoir les résultats. C'est intéressant, mais des projets qui vont être financés comme ça, il faut que ça soit financé à long terme parce que changer des systèmes, là, on ne fait pas des bottes. Ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour en arriver. Patience, oui. Ouais. La patience, ouais. Merci beaucoup pour cette intervention, Élise. Alors, nous pouvons prendre encore une autre question de Madame Christelle Pellebois qui nous dit, y a-t-il d'autres normes dérivées de celles-ci en élaboration actuellement? Une norme dérivée spécifiquement de celle-ci, non, mais par contre, dans toutes les normes que nous avons développées depuis plusieurs années, nous intégrons l'aspect du service du service, la prestation des soins dans le service, dans les langues du patient. Alors, c'est pas nécessairement juste anglais-français, mais aussi donner la prestation des soins dans une langue que le patient peut comprendre. Alors, ça l'intègre plusieurs aspects. C'est ce qui est très, très important lorsqu'on calcule une norme. Et Madame Arsenault, félicitations pour votre beau travail et l'intégration de cette norme à l'aile du Prince-Édouard, parce que c'est tout un travail. Et effectivement, où une norme, ou un standard ou une norme s'assit dans cette pyramide-là, en dessous de la législation, mais son but, c'est d'informer, mais jamais qu'une norme va obliger et prescrire des méthodes à faire. Alors, chacun son rôle dans cet écosystème-là. Mais la prestation des services de soins dans la langue que le patient a besoin de comprendre est très importante. Puis le fait que ça avait été développé, la norme, ça y a donné la notoriété, ça y a donné de la valeur. Parce que les gens du système de santé, ils connaissent HSO, ils connaissent la rigueur des processus, puis aussi le fait que dans le système de santé, ils sont habitués, la qualité des soins, ils sont habitués à tout le jargon d'Agrément Canada, puis c'est comme ça qu'ils se mesurent, puis qu'ils continuent d'améliorer. Donc, le processus, la méthode est pas nouvelle pour eux. Puis, à moins qu'on s'intègre dans ça, les services de santé en français, euh, on va avoir de la misère à progresser. Il faut s'accrocher à des outils comme ça, puis c'est comme ça qu'on va progresser. Je pense qu'il est important de reconnaître que cette norme a permis à HSO de continuer à s'améliorer dans le développement des normes subséquentes et de s'assurer que le respect des langues est intégré dans chacune de nos normes. Alors, ça a été un travail fantastique de toute l'équipe. Merci Patricia, merci François, merci Elise, merci Elise aussi pour ton intervention. Malheureusement, le temps nous fait défaut, il est déjà 1 heure passée. Alors, si vous avez des questions à poser encore à nos panélistes, merci de nous écrire à info@santéfrançais.ca et on vous transmettra donc les questions et bien sûr donc les réponses. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible bientôt sur le site de la santé en français. Merci encore à nos invités donc d'avoir tenu pendant tout ce temps-là pour parler de ce sujet plus que quelqu'un qu'important. Et donc, je vous invite à bientôt nous rejoindre le 11 mars pour notre prochain webinaire qui traitera donc de la question de l'offre active par la stimulation en contexte interprofessionnel. Merci beaucoup et au revoir pour un prochain webinaire de la Société Santé en français. Merci tout le monde. Ouais.